Et salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les portefeuilles Web3 pour clarifier un petit peu ce que c'est en termes de sécurité, ce que ça représente et ce que c'est mieux puisque j'ai déjà eu quelques questions à ce sujet. Et effectivement, parfois on ne sait pas trop lesquels utiliser, pourquoi c'est plus sécurisé, est-ce que c'est plus sécurisé. Il y a de plus en plus de services qui vont proposer leur Web3, chacun essaie de vendre sa cam et du coup on va essayer de clarifier tout ça. Vous allez voir finalement c'est assez simple, il n'y a pas un millier de wallets, de types de wallets différents. Et donc comme d'habitude je vais essayer de faire court et clair. Alors je me suis décidé, j'étais pas très chaud effectivement, c'est les vacances, j'ai un peu envie de faire autre chose. Mais bon, je me suis dit, allez, je prends un petit moment puisque ça me paraît important de clarifier les différents types de portefeuilles et à quoi ils servent et dans quel cas les utiliser. Donc globalement, dans le terme Web3 Wallet, je trouve qu'il y a un petit peu un abus de langage puisque c'est un peu devenu un fourre-tout. Et globalement, moi déjà, j'aime bien redéfinir les choses. Donc qu'est-ce que c'est que le Web3? C'est le web décentralisé. Là où le Web 2, c'était le web centralisé, donc Internet centralisé, c'est-à-dire que comme Google par exemple, Google, ils ont des gros serveurs qui sont bien à eux et quand vous allez faire une requête Google ou même utiliser un service Google, vous êtes chez eux, donc c'est centralisé. Si demain ils appuient sur un bouton, ils ferment tout, il n'y a plus de Google. Le parallèle peut être fait avec les banques telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant. Votre banque en euros, c'est une banque centralisée dans le sens où vous avez votre argent chez elle. D'ailleurs, on peut même se demander si c'est bien votre argent. Et puis si jamais elle décide de fermer la porte, vous n'avez plus accès à votre argent. C'est centralisé. Donc ça, c'est le Web 2, on va dire. Maintenant, le Web 3, c'est quoi? C'est un web décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule entité qui détient la gestion du service ou des données, mais c'est un ensemble de serveurs qui est non centralisé, non maîtrisé par une entité unique. Et du coup, personne ne peut éteindre le service ou fermer la porte. Alors c'est plus ou moins vrai sur certains wallets Web3 qui vont utiliser justement un site internet qui souvent lui est centralisé. Donc c'est un peu du faux Web3. Mais justement, on va clarifier tout ça. Donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail d'un wallet crypto, qu'est-ce que c'est, la clé privée, la clé publique, etc. J'ai fait une super vidéo à ce sujet, je vous la remets ici en haut à droite. Si vous avez encore des questionnements là-dessus, regardez-la. Si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient utiles. Donc vraiment, regardez ça, mettez pause maintenant, allez la regarder et revenez ici. Donc globalement, je vais vous éviter un peu trop de blabla et je viens direct sur cette image que j'ai bien aimée sur ce site. Bien que, voilà, là, il utilise le terme Web3 Wallet pour faire un petit peu un fourre-tout. Pour moi, typiquement, les wallets chauds, comme les plateformes de crypto-monnaie, Binance, Coinbase, Kraken, etc., ne sont pas des wallets Web3. C'est du Web 2 pur, c'est centralisé. Vous avez un compte chez eux, vous avez déposé vos cryptos chez eux. Ça vous appartient entre guillemets, puisque si demain vous avez plein de cryptos chez Binance et que demain Binance, le site, il est plus disponible ou qu'il ferme les services, même si c'est pas censé se faire aussi facilement, vous avez plus accès à votre argent. Donc ça c'est typiquement centralisé, toute cette partie-là, c'est du Web 2. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les cold wallets. Alors moi, j'appellerais même pas ça du web, puisque justement le but principal, c'est de se dissocier de la partie connectée, donc de la partie Internet, pour avoir votre propre portefeuille sécurisé dans un device, dans un matériel physique et dont la partie sécurité n'est pas connectée à Internet. Donc pour moi, c'est même pas du web ici. Et ensuite, vous avez donc ce que j'appelle moi les Web3 wallets, les portefeuilles Web3, qui sont par exemple le plus connu étant MetaMask. MetaMask, par exemple, vous voyez, je l'ai ici, et vous avez aussi Rabby, c'est un équivalent de MetaMask, et ça, c'est ce que j'appelle des portefeuilles Web3. Alors, je reviens sur le non-custodial et custodial. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toujours pareil, définition, si on regarde la traduction de custodial sur Google ou autre, ça veut dire gardien ou gardienne, c'est-à-dire le fait d'être gardienné. C'est pour ça qu'on appelle ça, donc là j'ai traduit en français, mais c'est des portefeuilles de garde ou non gardés. Donc, custodial, portefeuille de garde, non-custodial, portefeuille non gardé. Qu'est-ce que c'est la différence? Donc là, il y a, je crois, un tableau comparatif. Donc custodial, donc ça veut dire garder, c'est-à-dire c'est tout ce qui est plateforme de crypto-monnaie, telles qu'on les connaît, comme Kraken, Binance, etc. C'est des wallets où vous n'allez pas vous-même avoir vos clés privées, et du coup, c'est des wallets où les clés privées sont gardées par une entité tierce. Maintenant, les non-custodial wallets, c'est-à-dire les non gardés, ou on dit aussi les self-custodial wallets, self c'est vous-même, c'est-à-dire c'est gardé par vous. Là, ce sont des wallets comme Ledger, comme Tangem, comme tous les devices hardware et comme les vrais wallets Web3. Là, c'est des portefeuilles où vous possédez votre propre clé privée. Donc typiquement, pour comparer, je fais un rapide résumé puisque je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. Donc au niveau de la garde de votre clé privée, dans les plateformes, c'est eux qui la conservent, donc vous n'avez pas le contrôle, c'est eux qui l'ont, comme la banque traditionnelle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui.
Et dans le non-custodial ou self-custodial, c'est-à-dire gardé par vous, c'est vous qui avez votre clé privée. Et si vous la perdez, vous perdez accès à votre portefeuille. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ici, vous êtes propriétaire, mais vous avez la responsabilité de ne pas perdre votre clé et de ne pas vous la faire piquer. Ici, vous n'êtes pas propriétaire, mais c'est eux qui ont la responsabilité de votre clé et donc il y a moins de chances que vous perdiez votre accès à votre wallet. Au niveau des transactions, ici, on est au sein du service centralisé, donc c'est eux qui ont et qui font ce qu'ils veulent au niveau de la transparence des transactions. Alors que ici, vous êtes sur la blockchain directement, donc la transparence de toutes les transactions est faite sur la blockchain. Tout est visible sur la blockchain. En termes de sécurité, à la fois ici, ils vont vous la garder, donc si vous n'avez pas la responsabilité, disons, de la perdre ou de vous la faire voler, mais donc les clés privées sont stockées sur la plateforme et peuvent être soumis à des tentatives de hack. Dans le cas du wallet où c'est vous qui gardez la clé, c'est tout simplement vous qui en avez la responsabilité. Si c'est sur un bout de papier enterré dans votre jardin et que ça ne peut pas se perdre, vous avez une sécurité maximale. Au niveau de l'accessibilité, finalement ici, vous devez accéder à la plateforme qui elle est centralisée, donc on est dans du Web 2, pour accéder à votre argent, à vos cryptos. Donc c'est nécessaire que 1, vous soyez connecté à Internet et que 2, la plateforme fonctionne. Alors que dans le cas ici du wallet qui vous appartient, vous avez juste besoin de vous connecter à la blockchain pour faire vos transactions et pour que tout fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'un système centralisé comme une plateforme de crypto. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, votre argent, votre crypto, elle est sécurisée dans la blockchain. Et quand vous êtes connecté à Internet, vous pouvez interagir directement avec la blockchain pour faire vos transactions. Donc voilà pour le custodial ou non custodial, self-custodial. Alors revenons donc à notre schéma. Et du coup, c'est quoi exactement un wallet Web3 comme MetaMask ? Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de MetaMask puisque j'ai déjà fait aussi une vidéo, je vous la remets ici. Mais globalement, je vais essayer de vous aider à choisir. Il y a quelques différences. Donc là, je vais parler principalement des cold wallets que je ne considère pas vraiment comme des wallets Web3 comparés aux Web3 wallets, donc typiquement comme MetaMask. Donc en gros, si vous avez de la crypto et que vous la stockez par exemple sur un échange, les avantages, c'est que vous pouvez échanger contre beaucoup de crypto-monnaies, c'est rapide, c'est souvent pas très cher. Il y a du choix, mais du coup, c'est centralisé et c'est eux qui détiennent vos transactions et vos crypto-monnaies. Donc, vous êtes dépendant de leur bon fonctionnement. Sur les wallets purement hardware, type Ledger, Trezor, Descent, Tangem, etc., là, c'est principalement du stockage. C'est pour ça qu'on les appelle cold aussi, c'est du stockage froid. C'est-à-dire que là-dedans, ça va être beaucoup moins simple d'échanger vos crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies ou de revenir à de l'USD ou de l'euro. C'est un petit peu plus cloisonné, comme un coffre-fort finalement, dans lequel vous êtes en sécurité. Et maintenant, les wallets Web3, type MetaMask ou Rabi, là, ça va être un petit peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une plateforme centralisée comme ici. Donc finalement, vous dépendez d'aucun service particulier, puisque MetaMask, c'est comme un petit logiciel, et ici, c'est souvent une extension de navigateur. C'est comme un petit logiciel que vous avez avec vous. Donc ça, c'est dans votre navigateur finalement, et personne ne peut vous retirer ce code-là. Il peut être mis à jour. Mais si MetaMask part en vacances ou mettre la clé sous la porte, votre extension MetaMask va toujours fonctionner. Ensuite, MetaMask, donc, c'est un portefeuille qui est directement connecté à la blockchain et où vous allez pouvoir à la fois détenir de la crypto, donc ça fait vraiment office de portefeuille, mais vous allez aussi pouvoir, de manière décentralisée sur la blockchain et sur même différentes blockchains en même temps, faire des échanges de crypto. Si par exemple vous avez du Bitcoin et vous voulez acheter du XRP, vous allez pouvoir vendre vos Bitcoins depuis MetaMask directement, donc depuis le wallet. Ça ne va pas passer par une plateforme centralisée, ça va rester sur les blockchains. Vous vendez vos Bitcoins contre des USD par exemple, ou des USDT ou des USDC, peu importe. Et puis vous allez pouvoir les transférer vers une autre chaîne, par exemple celle de XRP, pour pouvoir acheter des XRP. Il y a des ponts entre les différentes blockchains justement pour pouvoir changer de blockchain et acheter différentes crypto-monnaies de différentes technologies. Gros avantage ici, vous êtes sur un web décentralisé qui ne peut pas être arrêté, qui n'est pas vraiment traqué, puisque c'est assez compliqué de venir traquer. Ici, vous n'avez pas besoin de KYC, vous savez, le Know Your Customer, de mettre la carte d'identité, que l'application sache qui vous êtes. Donc ici, ça peut être aussi complètement anonyme. Là où ici, ils savent exactement qui fait quelle transaction, quels échanges, etc. Vous avez filé votre carte d'identité, ils savent qui vous êtes. Donc ici, ça peut être vachement traqué. Ici, c'est pas traqué. Tout comme ici, c'est pas traqué. Alors, c'est traqué seulement si vous envoyez des fonds, par exemple, de votre Ledger à Binance, ou Coinbase, ou Kraken. Du coup, ici, ils peuvent savoir que c'est votre wallet puisque vous l'avez échangé avec votre compte ici. Il n'y a rien qui le prouve. Il y aura juste de fortes suspicions. Maintenant, si vous restez dans un environnement ici décentralisé et que vous ne passez pas par les plateformes, vous pouvez être complètement anonyme. Donc là où dans ces wallets, c'est un petit peu compliqué, quoique ça commence à venir. Mais en fait, c'est tout simplement que ces wallets-là commencent à se connecter à des services comme ça Web3 pour faire les différents échanges.
par exemple sur la Descent ou la Tangem, vous pouvez maintenant directement échanger certaines cryptos contre certaines autres directement dans votre wallet. Qu'est-ce que ça fait en réel? Vous avez par exemple votre Tangem ici en cold wallet sécurisé avec vos fonds dedans. Vous allez demander d'échanger par exemple des bitcoins contre des XRP. Et bien en fait, l'application de votre périphérique physique qui détient la crypto va se connecter à un service Web3 pour faire l'échange et vous ramener la crypto échangée directement dans le device. Donc maintenant, les portefeuilles physiques et les portefeuilles Web3 sont en train de se connecter de plus en plus. Et tout ça, c'est bien parce que ça reste anonyme. Maintenant, gros inconvénient ici des portefeuilles Web3 à mon goût, c'est la sécurité. Puisque ici, par exemple, MetaMask, vous l'avez ici dans le navigateur. Sauf que pour pouvoir connecter votre wallet ou qu'il puisse lire ou accéder à votre wallet, vous devez taper votre site phrase, les 12 ou 24 mots, directement sur l'application qui, elle, est connectée à Internet. Ça veut dire que finalement, il y a un moment où votre site phrase, elle est exposée sur Internet et pire encore, elle va être sauvegardée dans l'applicatif ici et cryptée par votre mot de passe. Du coup, votre site phrase ou votre clé privée, elle a été exposée à Internet. Et ça va être le cas pour tous les wallets Web3. Par exemple, Trust Wallet, vous avez soit le site web, soit une application dans laquelle vous allez entrer votre site phrase pour qu'il puisse se connecter à votre wallet. Et quand vous entrez cette site phrase, l'appli est connectée à Internet. Du coup, il y a une exposition de votre clé privée à Internet. Je ne dis pas que votre clé privée est envoyée sur Internet, je dis simplement qu'il y a une exposition possible. Ce qui n'est pas censé être le cas, par exemple, sur les wallets physiques, où votre clé privée, elle est configurée hors ligne, sur le device qui n'est pas connecté à Internet. Du coup, si vous avez bien compris maintenant, qu'est-ce que je préconise moi? Je préconise d'utiliser les deux, d'utiliser le moins possible ça, même si parfois c'est quand même pratique, de stocker tout ce que vous voulez garder long terme, vous le stockez sur des portefeuilles froids physiques, où votre clé privée n'est pas exposée et n'est jamais connectée à Internet. Et ensuite, le mieux pour justement éviter de mettre votre clé privée, d'exposer votre clé privée sur Internet, c'est de connecter par exemple votre device physique à un wallet Web3. Typiquement, MetaMask aujourd'hui le fait. Vous pouvez connecter à MetaMask une ledger, ce qui fait que c'est la ledger qui va autoriser toutes les opérations et MetaMask n'a pas connaissance de la clé privée. Et pour autant, vous avez accès à toute la puissance des échanges comme ça décentralisés et anonymes avec les fonds et la crypto que vous avez dans votre device physique. Du coup, les portefeuilles Web3, c'est clairement l'avenir puisqu'on est dans un monde décentralisé qui n'est contrôlé par personne en particulier et qui permet de garder des échanges anonymes. Par contre, il faut éviter d'exposer sa clé privée en la protégeant dans un appareil physique et en connectant les deux. Donc au final, aujourd'hui, moi j'utilise tout. Je stocke long terme sur des wallets froids. Quand j'ai besoin de faire des échanges et que je peux passer par un wallet Web3 parce que c'est pratique ou parce que je veux faire un échange en direct et puis j'ai généralement envie de rester anonyme dans le monde de la crypto, je vais passer par un MetaMask ou un Rabby. Mais je vais préférer connecter mon device physique au wallet Web3 plutôt que de rentrer ma clé privée dans le wallet Web3. Et parfois, si j'ai envie de faire des opérations un peu plus complexes, du trading ou quoi, je vais basculer un peu des fonds sur une plateforme centralisée, qui sont beaucoup plus pratiques pour faire ça, et utiliser la plateforme centralisée. Voilà donc ce que j'en fais moi et ce que je considère être une bonne utilisation, aussi bien dans la sécurité que dans la souplesse, de vos portefeuilles crypto. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça a pu vous apporter des réponses. Et puis je continue de vous souhaiter peut-être des bonnes vacances, un bon été en tout cas, et je vous retrouve sur ma prochaine vidéo.